Ces arbres ne sont pas tombés par la force de la nature ou d'un vent violent, mais plutôt par l'action purement humaine. La scène se produit ici, sur le pont de la rivière Mvila, ce lundi 27 septembre 2021. Les populations de l'arrondissement d'Ebolva 1er barrent la route nationale numéro 17, reliant Ebolva Kribi, passant par Akom 2. C'est la route Ndjongoto 1 et 2. Un tronçon qui donne des insomnies même aux conducteurs des véhicules 4x4 ces derniers temps, dans une zone où le noir dicte aussi sa loi à travers le manque d'électricité. De tristes réalités à l'origine de ces mouvements d'humeur. Des rassemblements qui se tiennent jusqu'à l'arrivée des ministres, notamment Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs et première élite politique dans la région du Sud, accompagné de Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, le délégué régional des travaux publics du Sud et bien d'autres autorités locales pour un tête-à-tête ouvert et franc. Chaque jour, on vient avec les caméras ici pour dire que les travaux de la route Ebolva Kribi ont commencé. Pourtant, il n'en est rien. Nous sommes fatigués. Il ne faut pas demander aux joueurs de l'harmonica de jouer alors que l'instrument est déjà posé sur ses lèvres. Voici la personne qui porte vos informations pour la cour du roi. Et avec nous, il faut savoir qu'une fois qu'on va se séparer ici, chacun d'entre nous fera un rapport acquis de droit disant que nous sommes venus et que nous avons nous-mêmes palpé la réalité du terrain. La seule chose que nous vous demandons, c'est que ces mouvements s'arrête. Une rencontre qui permet de remettre de l'ordre et trouver des conclusions et des solutions imminentes. Une fois au courant de la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé ce jour, mon frère le ministre professeur Jacques Famendongo m'a appelé et nous nous sommes immédiatement levés pour venir palper du doigt ce qui se passe réellement ici au village et que immédiatement nous cherchions à arranger ce problème. Sinon, durant mon parcours pour ici, moi-même j'ai vu les fils de courant posés à même le sol. Alors, notre première action dès demain, c'est la descente avec Eneo, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, pour le début de la réhabilitation de la ligne. En urgence, les moyens sont disponibles selon les dispositions possibles pour que ce travail aille de plus en plus loin tout en tenant compte que c'est le style de projet qui s'exerce à court, à moyen et à long terme. Des conclusions favorables avec la réouverture de la route sur les deux endroits barrés. Et voilà des tristes réalités qui font malheureusement le quotidien de certaines populations du pays organisateur, mais visiblement méconnues des autres citoyens camerounais. A précisé qu'après cette rencontre et dans un communiqué final produit pour cet effet, il est indiqué que depuis ce matin, une équipe technique Eneo, direction de l'énergie au ministère de l'Eau et de l'Énergie, la délégation régionale du dit département ministériel dans le Sud se trouve sur le terrain pour exécuter les instructions du ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Gaston Elundu Essomba, qui annonce le suivi diligent du déblocage d'une dotation initiale de 200 millions de francs CFA en respectant les normes réglementaires pour l'extension du réseau électrique de l'axe routier concerné. Les populations ont exprimé ostensiblement leur joie suite à cette annonce. Pour ce qui est de la route, une information puisée à bonne source à la délégation des travaux publics du Sud fait état de l'arrivée sur l'axe dont il est question dès la mi-octobre 2021 des engins devant mettre en œuvre les travaux relatifs au bitumage de la nationale numéro 17 appelée dans la langue locale Ndjongoto. Et toujours dans ce communiqué, il est dit que tous les autres dossiers seront résolus progressivement selon la précision du gouverneur de la région du Sud. Ceci à la grande satisfaction de l'auditoire. Et pour finir, et au nom du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kouété, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le ministre d'État Jacques Famendongo a félicité les militantes et militants pour leur maturité et leur sens aigu de responsabilité.
l'unité. Tout un hymne à l'unité et à la paix a même été entonné pour ce faire. Trentaine sonnée, Tchenkwen Djampo Priscade est le concepteur de la MN Dinosaur, une voiture fabriquée à l'aide du matériel de recyclage. Moi je me nomme Tchenkwen Djampo Priscade. Les gens me connaissent beaucoup plus sur mon nom d'artiste qui est Chico le dinosaure du fer. Je suis basé précisément à l'est du Cameroun, au niveau du carrefour Jémi. Donc j'ai mis pied sur une voiture qu'on appelle la MN Dinosaur. C'est une œuvre d'art. C'est une voiture que j'ai conceptionnée avec du matériel de récupération également. Celui qui se fait appeler Chico le dinosaure du fer a réussi à dompter la ferraille pour fabriquer un engin roulant qui fonctionne avec un moteur de moto. La voiture sur laquelle on trouve les pièces de moto et les pièces de voiture. Et la voiture en question est faite à base d'un moteur de moto. Donc c'est une voiture qui a la consommation d'une moto. Au siège de son atelier situé au carrefour Jémi dans la ville de Bertois, ce jeune Camerounais donc le fer n'a plus de secret, mais son talent et son génie créateur à la conception de toutes sortes d'objets en matériel de récupération. Je peux faire dans les monuments, je peux faire dans les bancs publics, je peux faire dans les véhicules. Donc vraiment, je n'ai pas... les mots me manquent. Je peux faire beaucoup de choses, que ce soit les voitures, les bus, les vélos, les brouettes. Donc je fabrique tout. C'est pourquoi on m'appelle le dinosaure du fer. Qualifié parfois comme un fou, ce jeune a osé. Et parce qu'on ne peut pas faire un paquet avec une seule main, ce jeune Camerounais qui est parfois confronté à plusieurs difficultés sollicite de l'aide financière pour booster son talent. Donc j'ai besoin d'être financier. Je peux faire plus que ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est l'œuvre de l'esprit. Avec plusieurs jeunes qu'il forme, la passion de ce talentueux garçon attire de l'admiration dans la ville de Bertois. Palabre à l'africaine, voulu par le chef de l'État Paul Biya, le grand dialogue national était à bien des égards le marqueur d'écoute et de la volonté du président de la République de trouver une issue résolument pacifique à la crise sociopolitique qui mine les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis la fin de l'année 2016. Fortement inspirée des recommandations de cette instance de dialogue, la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Elle consacre l'octroi d'un statut spécial aux deux régions. Leur organisation se veut particulière avec un organe délibérant bicaméral dont une chambre de représentants et une chambre des chefs traditionnels. Autre innovation majeure, l'institution d'un Public Independent Conciliator pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les dispositions s'appuient sur l'article 62 de la Constitution, qui offre la possibilité à la loi de tenir compte des spécificités de certaines régions dans leur organisation et leur fonctionnement. À ce statut spécial se greffe le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais l'on ne saurait oublier qu'à la genèse de cette crise sans précédent se profilaient les revendications corporatistes des avocats et des enseignants des deux régions. Fidèle à sa prudence légendaire et dans sa posture de mendiant de la paix, Paul Biya satisfait toutes ces doléances, des comités ad hoc sont créés. Puis traduction en langue anglaise des textes de l'OADA, création à la Cour suprême d'une section Common Law, érection à l'ENAM d'une section Common Law, assortie du recrutement spécial de 200 auditeurs de justice et de 150 greffiers de langue anglaise, recrutement spécial de 1000 enseignants bilingues, arrêt des poursuites judiciaires en faveur de 333 personnes incarcérées dans le cadre de cette crise, création d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, des actes qui illustrent la main tendue permanente du chef de l'État. Et l'on est alors surpris d'entendre dire que le pouvoir est fermé au dialogue, alors qu'en face, on n'a rien cédé, même le droit élémentaire des enfants d'aller à l'école. Face aux abus et aux atrocités innommables, l'on ne peut interpréter autrement les renforts militaires que d'y voir la volonté du gouvernement d'assumer son pouvoir régalien de protection des hommes et des biens et de préservation de l'intégrité territoriale. Le gouvernement camerounais n'a donc jamais dit qu'il avait choisi l'option militaire pour résoudre cette crise. Bien au... C'est normal. Non, c'est pas normal. On en a ras le bol. Est-ce que c'est normal, Excellence, Monsieur le chef, le ministre d'État, est-ce que c'est normal? On en a ras le bol
je ne suis pas de connivence avec ceux qui ont fait ça. Parce que de prime abord, je n'ai pas été au courant. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Nous en avons ras-le-bol. Nous en avons ras-le-bol. Filmez-moi, je m'appelle Womiko Jean-Claude. La nuit est houleuse ici, entre les villageois, l'état-major du gouverneur du Sud et les 2 ministres de la République venus de Yaoundé. Il faut trouver le bouc émissaire de cette manifestation. Mais les chefs de village, tour à tour, indiquent qu'il n'y a pas de bouc émissaire, mais la souffrance des populations. Le fils a raté, je ne sais pas, les cornes étant donné que ce sont qui en avait. Nous avons au jour d'aujourd'hui le président de la République. On rate les choses. Pourquoi? Parce que quand les anglophones et les autres font des bruits, c'est là où il envoie et il arrange tout. Mais pourquoi nous, on pleure? Pourquoi? Depuis 30 combien d'années, nous souffrons là. Vous-même, voici l'état de la route. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Sur la question de l'électricité, le ministre de l'Eau et de l'Énergie entreprend de lancer les travaux à l'immédiat par une enveloppe de 200 millions de francs CFA. Nous avons écouté les populations qui avaient un certain nombre de préoccupations, notamment celles relatives aux problèmes d'accès à l'électricité, les problèmes d'infrastructures routières, les problèmes de réseaux de télécommunications. Par rapport à l'accès à l'électricité, nous avons effectivement constaté que le réseau avait un certain nombre de problèmes et nous avons pris des engagements d'envoyer nos collaborateurs dès demain sur le terrain, les équipes des NEO, accompagnés par les collaborateurs du ministère de l'Eau et de l'Énergie, pour démarrer les travaux de réhabilitation du réseau qui était par terre. Et c'est à ce titre qu'on a pu regarder très rapidement dans nos budgets. On peut encore trouver à peu près 200 millions pour que ce réseau-là soit réhabilité. Les travaux devraient, en tout cas les équipes devraient descendre sur le terrain dès demain pour faire le diagnostic et élaborer les devis. J'ai demandé le préavis, ils m'ont dit qu'ils ont déposé le préavis et j'ai cru. Oui, où est ce préavis? On ne l'a pas. Les travaux d'élagage de la chaussée vont se poursuivre toute la nuit et le ministre d'État, Jacques Famendongo, prend sur lui de diligenter les revendications pour une prise en charge immédiate. Les populations concèdent à cette autre promesse pourvu qu'elle soit tenue dans les brefs délais. Cette plaque qui indique le début des travaux de bitumage de l'axe Ebolova-Kribi-Parakom 2 existe depuis 2018, d'où le ras-le-bol des populations. S'il y a des recommandations implémentées au-dessus de la moyenne 2 ans après la tenue du grand dialogue national, c'est celle concernant les corporations d'avocats et d'enseignants d'expression anglaise à l'origine de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous les magistrats francophones qui servaient dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ne maîtrisaient pas bien l'anglais, la section de Common Law à l'ENAM qu'on avait recommandé la création est déjà créée. Le gouvernement avait pris déjà un certain nombre de solutions appropriées pour améliorer, n'est-ce pas, notre système éducatif. Dans le volet bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale, le bilan aujourd'hui est mi-figue, mi-raisin, à en croire le président de cette commission au grand dialogue national. On a eu une loi sur le bilinguisme. Aujourd'hui, quand vous baladez dans les rues de la capitale, vous voyez très bien que cette loi n'est pas appliquée. Quand vous rentrez dans les ministères, elle est encore moins appliquée. Et donc, il faut une certaine volonté politique pour y arriver. Par contre, l'on note une implémentation progressive dans d'autres commissions comme la décentralisation, le désarmement. À ce niveau, il y a lieu de saluer la bonne marche du CNDDR, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration, qui accueille plus de 2000 ex-combattants à Mora, Boya et Bamenda. J'aurais souhaité que au moins les présidents des commissions et leurs bureaux se réunissent à intervalles réguliers pour essayer de
comment dirais-je, évaluer ce qui a été fait. Toutefois, 2 ans, c'est trop tôt pour réellement apprécier le niveau d'implémentation des recommandations du Grand Dialogue national. Le scrutin du 26 septembre 2021 relatif au renouvellement des organes de base porte à la tête des sections RD, OF et OJRDPC du Mfundi 4 respectivement Francis Lin et Sono, Rose Abondo et Ulrich Mbala Assila, ainsi que les présidents des 14 sous-sections. La proclamation des résultats de cette élection est faite ce jeudi 30 septembre 2021 à la maison du parti de Nkondongo, en présence du président de la commission électorale de section du Mfundi 4, Philippe Bargamboa, des membres de cette commission, ainsi que les militants, militantes et sympathisants de cette unité politique. Ils sont accompagnés des membres de chaque bureau de section et présentés à l'assistance sous une valse d'acclamation. Une élection transparente et des résultats certifiés à la satisfaction de tous qui appellent les élus à porter haut les idéaux du parti, mais surtout à garantir au RDPC d'autres victoires lors des prochaines échéances électorales. Quand il y a plusieurs listes, il y a certainement des capacités dans toutes les listes. Celle qui gagne doit aller chercher les capacités, les bonnes capacités qui sont dans les autres listes, pour qu'ils puissent tous travailler ensemble. Il y a une continuité au RDPC parce que l'honorable Sono était déjà président. Madame Abondo qui arrive, je pense qu'elle prend le train en marche et si elle a mérité cette élection, c'est qu'elle est capable. Je pense qu'elle est capable de le faire comme les jeunes. Et je leur ai également rappelé qu'ils ont l'obligation de résultat. Le véritable résultat, ce n'est pas celui qui s'acquiert dans les luttes internes, c'est celui qui s'acquiert face aux autres partis. Et il faudra que le Mfundi 4 continue d'être le bastion du RDPC pour que ces présidents et présidentes continuent de mériter la confiance et des militants et du comité central du RDPC. Plébiscités respectivement à 61,44%, 67,57% et 57,87%, les élus sont pleinement conscients des défis à relever et pour ce faire, ils appellent leurs camarades à taire les querelles et à une mobilisation tous azimuts. D'ailleurs, la feuille de route est tracée. Nous devons donc taire les querelles byzantines qui, depuis des décennies, animent notre section et empoisonne notre vie avec 2 principaux objectifs en vue. Le premier, soutenir l'action du président Paul Biya, et le deuxième, mettre le militant au sens de nos préoccupations. Ils vont diriger les sections et sous-sections RD, OF et OJRDPC pour les 5 prochaines années. Ces images prises il y a 2 jours sont celles de la route Crébier-Boulova, lieu du pont de l'Anvila. Ici, les populations en colère ont barré la route, exigeant le bitumage, l'éclairage public et l'approvisionnement en eau. Malgré l'intervention des autorités locales, la colère des populations s'est répandue jusqu'à Komdu, lieu dit Bumvok, où les ponts ont été détruits. Informés de la situation, 2 membres du gouvernement, à l'instar du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo et le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Lulou-Essoma, sont descendus sur les lieux pour calmer la colère des populations. Sur place, Gaston Lulou-Essoma a déboursé une somme de 200 millions de francs CFA pour le début sans délai des travaux d'éclairage. Là, si on essaie, si on rentre maintenant, il va trouver les gens là. Ils vont nous bloquer, ils vont nous bloquer là-bas. En ce qui concerne les travaux de bitumage, le processus suit son cours pour dire
que le calme est revenu, la circulation est rétablie. Au-delà de son tweet qui annonçait l'ouverture d'une enquête, le ministre de la Santé publique a voulu toucher du doigt la douleur de la famille, éprouvée par le décès du jeune Hilaire Aïssi Mengue. Nous sommes venus d'abord apporter notre condoléance à la famille qui est à ce moment éprouvée par le décès de leur fils. Vous savez très bien, je n'étais pas là lorsque tout ceci s'est produit. Et donc, comme je suis revenu, il était de bon ton que je vienne d'abord passer à l'hôpital central pour savoir ce qui s'est passé, et puis revenir ici au niveau de la famille pour non seulement demander la version des faits, mais leur apporter les condoléances du gouvernement. Au domicile familial, 6 au quartier Messassi, cette visite de réconfort du ministre de la Santé publique apaise les cœurs, mais la soif de la vérité domine toutes les pensées. Tout ce que nous avons de plus précieux, c'est la vie. Et nous sommes appelés dans le secteur de la santé à donner la vie, à sauver des vies. Et c'est pour cela que nous sommes venus présenter dans cette démarche républicaine qui devait être celle de tout le monde. Nous sommes venus présenter notre condoléance à la famille pour cela, les exhorter à collaborer dans le cadre de l'enquête que nous avons mis en place pour la manifestation de la vérité. Nous remercions déjà le ministre d'être venu à la maison. Ça nous montre que ça ne laisse pas le gouvernement indifférent à notre situation, et nous demandons à ce que le ministre mette du sien pour que nous ayons plus d'éclaircies par rapport au décès de mon petit frère. C'est que déjà les blessures qu'il a reçues sur son corps venant du corps médical, nous ayons de vraies explications par rapport à ça. Parce que ce qui le précipite, ce n'est pas l'infection qu'on veut nous faire croire, c'est déjà ces blessures qu'il a reçues. Nous disons merci au ministre déjà de s'intéresser à l'affaire et nous espérons une suite favorable qui puisse mettre tout le monde d'accord. Et c'est justement dans l'optique de faire éclater la vérité que Manaouda Malachi s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé. L'absence remarquée du maître des lieux n'a pas empêché que la commission d'enquête, pilotée par l'inspecteur général du ministère de la Santé publique, soit installée. Les résultats de la dite enquête sont très attendus pour faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé pour que le jeune Aïssi Mengue Hilaire passe de vie à trépas au sein de cette formation hospitalière. Si dans un intervalle d'un mois ou 2 mois, nous avons 2-3 incidents, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que nous avons passé beaucoup de temps, en ce temps on n'a pas eu d'incident. Et pourquoi c'est maintenant que ces gens arrivent? Il faudrait bien que nous essayons de comprendre et d'améliorer ce qu'il faut améliorer. Et si par inadvertance, il s'avère qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises dans les normes et que des responsabilités soient établies, non, nous servirons avec la dernière énergie parce que ce n'est pas ici qu'il faudrait avoir un certain nombre de travers. Les enquêteurs veulent savoir si la prise en charge du patient a été adéquate et s'est déroulée dans les règles de l'art. Ils doivent également répondre à la question si oui ou non certains de ces organes ont été prélevés. Cette visite avait également pour but de réconforter le personnel médical qui a subi quelques actes de violence de la part de la famille éprouvée. On ne devra pas s'arrêter à l'agression que nous avons subie. Mais qu'est-ce qui a provoqué l'agression? Avons-nous agi dans les normes? Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait faire? Ça, on ne peut pas faire l'économie de ça également. Donc, il est question maintenant de nous appesantir sur ce cas-là et savoir à peu près comment est-ce que nous l'avons géré, est-ce que nous avons bien fait, est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Bon à savoir, le corps du jeune Aïssi a été scellé par le procureur à la demande du directeur de l'hôpital central de Yaoundé, de concert avec les autorités sanitaires. Une autopsie est envisagée dans les plus brefs délais afin de démêler les chevaux de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la capitale. Les coups de masse ont retenti dans le centre-ville de Konsamba et les camions ont emporté le fruit du dur labeur des commerçants qui exerçaient ici sous leur regard impuissant. Ces derniers n'ont qu'une seule interrogation sur le bout des lèvres. En plein rentrée, quand nous allons, ça qu'on parle. On les enlève là, c'est pour les mêmes que vous. Pourtant, ces commerçants attestent s'être acquittés d'un certain nombre de taxes auprès de la commune de Konsamba. 40 000. Je paie le poisson d'avoir temporaire tous les mois, 3 000. La TDR, 5 000 francs. Moi, j'ai payé. J'ai payé mon boss à la mairie. C'est la communauté qui fabrique le modèle.
Ils se plaignent d'avoir été floués par la mairie au profit d'un opérateur économique de la place. Ils sont venus le matin, brutaliser ici, il faut qu'on enlève. On a enlevé maintenant. On ne demande pas où on va mettre. La mairie dit que c'est la place de Kamoko. Quand ils sont là, ville ouverte sur l'ouest et le nord-ouest du pays, les déplacés internes s'y retrouvent. Mais eux également ont fait les frais de cette décision de la mairie de Nkonsamba. Je sors de Bamenda, vous venez chercher ici. Je suis venu ici, donc j'ai trouvé un place, j'ai parti voir le maire, le commune Nkonsamba. C'est-à-dire, il m'a fait comprendre qu'il y a une place en ville. Je suis parti là-bas, j'ai donné un peu l'argent qu'il m'a demandé. Je vais installer là-bas. En nos jours, ils sont venus encore dire qu'on casse ça. On a cassé ça. Moi, je suis sorti à Bamenda pour venir ici. Mais je ne connais pas ce que vous faites encore. Ça me dépasse, monsieur, dépasse. Le dit opérateur économique, lui, se défend et joue la carte de l'incivisme. On ne veut plus des kiosques aux alentours de la station. C'est tout ce qu'on veut. C'est pourquoi le propriétaire de la station a demandé à la communauté de déguerpir tous ceux qui sont autour de sa station, qui occupent l'espace. Avec cette décision, ces commerçants se retrouvent aujourd'hui au point zéro. Ces événements se déroulent entre 4h et 5h du matin. Un scénario digne des films de Harry Potter avec pour lieu de tournage le quartier Damas à Yaoundé. Et précisément au lieu dit Chapelle Damas derrière ses toitures. C'est sur ce canapé vide que tout se joue. À 4h, je réveille souvent les enfants. Ils se lèvent, ils apprennent un peu avant de partir à l'école. Ils se sont réveillés, l'autre est parti pisser derrière. Quand il entre maintenant, il crie que oui, on a dit c'est quoi? Il dit qu'il y a une femme couchée au salon. Donc on sort maintenant, on voit une dame couchée sur le canapé. On demande madame, vous faites quoi ici? Rien. Vous êtes venu faire quoi? Rien. Vous avez fait comment pour entrer? Elle nous regarde comme ça. Donc nous on dormait dedans comme ça, on savait que la porte était fermée, mais on ne sait pas comment elle a fait pour entrer. Une jeune demoiselle de provenance inconnue, aux allures inquiétantes, voire effrayantes, occupe majestueusement le fauteuil familial. De quoi alerter tout le quartier. J'ai commencé, j'ai demandé à madame que appelle les voisins. Ce n'est pas un truc que moi, seul. Appelle les voisins. Et de passer aux interrogations. Essayez un peu de nous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour atterrir ici. Pardon. Votre père, il est où? En Balmayo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous avez pris quel moyen de transport pour arriver ici? Avec la voiture. Elle est où? Oh. Un regard moqueur et une attitude qui pousse les interlocuteurs à demander un contact de sa famille. Michel va d'ailleurs donner une série de numéros de téléphone des siens sans aucun support. Et parmi les contacts mémorisés, celui de sa sœur. Oui, vous connaissez une fille du nom de Stéphanie? C'est votre petite sœur. Si vous êtes situé où? À Bobogo. Elle est là-bas, elle est là-bas, elle est là-bas. Elle est ici, là, au niveau de... Derrière la chapelle. Derrière la chapelle de Damas. Un vrai cauchemar pour la famille et Simon. La maison était fermée, c'est moi qui a fermé à 22h, tous les enfants dormaient déjà. J'étais la dernière personne au salon, qui est fermée avant de dormir. C'est une femme qu'elle n'a jamais vue, mais elle a dit qu'elle me connaît. Elle vient souvent. Ce n'est pas la première fois. Elle était avec son père, sa soeur. Ce n'est pas une face qu'elle a vue. Une inconnue des lieux qui se retrouve à l'intérieur d'une maison inconnue, ce qui renvoie sans doute à des sciences avancées. Les métaphysiques, ça existe. Que ceux qui pensent que ça n'existe pas, ou alors ceux qui veulent embrouiller les autres, parce qu'il y a certains qui savent que ça existe, mais ils disent que ça n'existe pas, ils veulent endormir les autres. Ça existe. Regardez, regardez. C'est fermé, c'est hermétiquement fermé. De quoi avoir très peur. Ça me fait même peur parce que les filles comme ça, souvent, quand tu croises, tu peux être motivé. Vraiment, c'est une leçon de plus. C'est dans un étonnement digne d'un film improvisé que la population quitte le lieu du tournage avec, au premier rang, Michel, actrice principale du jour.
Le bateau va donc profiter aux populations de Ngoïla dans le département du Oyon. Pascal Pierre est sur ce projet depuis quelque temps maintenant. Il a dit sa mission est terminée. Il revient à la commune de faire le relais nécessaire. On vous le disait sur ce plateau, le ministère des Transports a développé une nouvelle technologie qui permet de pister les camionneurs et conducteurs des autobus d'agences de voyage interurbains. Quelques tests sont actuellement réalisés sur des agences pilotes et qui peut permettre par exemple de savoir si un chauffeur somnole au volant ou pas. Un premier vient d'être rattrapé par ce dispositif. Je vous propose de regarder ces images. Le chauffeur que vous allez voir était absolument frappé de fatigue, mais il continuait quand même à tenter de tenir la route avec de nombreux passagers qui se comptent par dizaines. Le dispositif permet à la base de suivre le déplacement d'un véhicule du départ à l'arrivée, et ce qui a permis justement de vivre ce spectacle fort inquiétant et condamnable d'un chauffeur qui à la fois devait tenir le volant mais également essayer de rester éveillé. Le dispositif l'a donc rattrapé et l'agence en question a rendu public un communiqué hier disant avoir pris acte de cette situation du chauffeur qui somnolait au volant et que des mesures seront désormais prises pour éviter ce genre de situation. L'agence s'est engagée à être un peu plus vigilante, ce qui témoigne de la fiabilité et la qualité du dispositif mis en place par le ministère des Transports. Selon les structures mises en place, le statut spécial est encore à la phase de sensibilisation. Le Public Independent Conciliator nommé le 10 juin dernier dit avoir noué les contacts avec les autorités après avoir écouté les requêtes des populations. Nous avons travaillé avec les autorités régionales et nous avons fait l'organigramme. Ce qui reste à faire, c'est sensibiliser la population pour faire le lancement officiel de nos activités. De leur côté, les représentants du commandement traditionnels de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest disent avoir commencé leurs actions par la consultation de tous les acteurs de la tradition. Cette action nous a fait recevoir plus de 200 chefs traditionnels. Nous sommes engagés pour ramener la paix. Le Nord-Ouest, qui a bénéficié du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement, attend de faire sa mue. Le chef d'État, c'est un père qui ne blague pas avec son mot. Les populations espèrent qu'après cette phase préliminaire, les actes concrets vont suivre sur le terrain.